Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Dans l'histoire du rap français, Assassin fait partie des pionniers. Moins connu du grand public qu'NTM ou IAM, le groupe était très important pour les amateurs de rap dans les années 1990. Leurs 3 albums ont été certifiés disques d'or, ils se sont vendus à plus de 100 000 exemplaires. Aujourd'hui, l'un des rappeurs d'Assassin, Solo, 58 ans, revient sur son parcours dans un livre. Il raconte sa découverte du mouvement hip-hop, les débuts d'Assassin aux côtés de leurs amis d'NTM, les années d'excès qui ont suivi le succès et les relations parfois conflictuelles avec l'autre rappeur du groupe, Rockin' Squat, Mathias Cassel, le frère de l'acteur Vincent Cassel. Solo témoigne aujourd'hui dans Code Source au micro de Barbara Gouy. Je rejoins Solo dans une salle de sport dans le 20e arrondissement de Paris pendant son entraînement de jiu-jitsu brésilien, un art martial qu'il pratique à haut niveau depuis plusieurs années. On s'assoit sur le tatami et il commence à me raconter son histoire et son parcours de pionnier du hip-hop en France. Les parents de Souleymane Dicko, le vrai nom de Solo, sont arrivés en France du Mali en 1962. Ils se sont installés en région parisienne et Solo est né 4 ans après, le 26 août 1966. Il grandit à Fontenay-sous-Bois, près de Paris, et ses parents divorcent quand il a 10 ans. Mes parents étaient en guerre ensemble, donc j'ai bien compris que j'étais aussi un moyen de pression entre eux. Que ce soit de mon père envers ma mère en refusant de payer la pension alimentaire et ainsi de suite, et de ma mère vers mon père dans l'aspect votre patriarcat de merde, avec moi ça marche pas, et donc voilà, c'est mon fils et c'est moi qui décide. Donc coup de pression. Solo part vivre avec sa mère à Antony, au sud de Paris, et il voit de moins en moins son père. Dans sa nouvelle école, Solo a du mal à trouver sa place. Quand y a des anniversaires de classe qui sont organisés, toute la classe est invitée sauf moi. C'est assez radical, mais c'est là où je comprends qu'en vérité, je suis pas comme tout le monde. Enfin, je suis noir, quoi. J'avais jamais eu cette perception-là, d'autant plus que, effectivement, à Fontenay-sous-Bois, j'ai été invité à des anniversaires de classe, et j'ai jamais eu le sentiment que j'étais à part. Et là, tout d'un coup, l'école me fait comprendre, ou on va dire les trucs un peu extrascolaires me font très vite comprendre que je suis à part. Solo noue ses premières amitiés en colonie de vacances, pendant lesquelles il part partout en France avec d'autres jeunes qui vivent dans son quartier. On était tout le temps ensemble, et on se voyait tout le temps. Le point de rendez-vous et de ralliement, c'était la gare d'Antony, pendant pas mal de temps. Il y a eu des hauts, tout comme il y a eu des bas, puisque dans les années 80, il y a eu l'arrivée de l'héroïne dans cette banlieue, et on a perdu certains de nos camarades déjà à l'adolescence. Ça a créé des situations difficilement gérables pour des ados. Plusieurs de ses amis meurent d'overdose et de complications médicales suite à la prise d'héroïne. Solo, quant à lui, ne touche pas à la drogue. En 1982, il est devant sa télé et regarde une émission de musique sur TF1, Megahertz. Les deux s'appellent Crazy Legs et Ted Swift. On nous présente cette nouvelle culture qui est en train de faire un raz-de-marée aux États-Unis, qui s'appelle le hip-hop. Alors ce soir, on va essayer de transformer le Bataclan en une annexe du Roxy de New York City, parce que Lady Blue, elle est arrivée avec ses potes et ils sont là pour vous faire danser. DST, Africa, Bambata. Et je regarde ça en me disant, mais tiens, quelle est donc cette chose ? Je regarde ça et je me dis, mais ils courent par terre, qu'est-ce qu'ils font ? Je comprends pas. Et d'autres qui sont debout, je suis émerveillé, dépassé, interloqué. Il y a beaucoup trop de choses qui se passent en moi en même temps. Tout de suite, j'essaye. J'essaye déjà ces histoires de danse. Et pour ce qui était du reste, j'avais pas trop compris de quoi y retourner. Autour de la musique, les gens qui parlent dans le micro sans s'arrêter. Et puis d'autres qui font des choses avec les mains sur les disques, d'avant en arrière. Et je comprenais pas trop. Et puis il y avait aussi d'autres gens qui étaient là, qui faisaient des dessins avec des bombes. J'étais dépassé.
Et puis plus le temps passe et plus je me prends au jeu, c'est-à-dire déjà le jeu du perfectionnement et d'être à la hauteur de ce que je perçois. Parce qu'au début, c'est que des perceptions. On voit une vidéo une fois de temps en temps. Et puis, effectivement, il y a la sortie du film Flashdance qui permet d'avoir une scène où tout est dedans. Et donc, c'est un peu genre, bon, ok, voyons voir. La marche arrière, qu'est-ce qu'il fait? Ah, puis les autres par terre. Et voilà, et de là, je fonce. Solo découvre ce que Paris peut lui offrir en termes de hip-hop. Il commence à fréquenter des lieux qui diffusent ce style de musique et se fait de premiers contacts. En parallèle, il s'entraîne régulièrement en breakdance au Trocadéro, un repère des fans de hip-hop. Un jour, il sèche les cours pour aller s'entraîner et 2 autres danseurs s'approchent de lui. Il semblerait que ça leur ait plu, ce qu'ils aient vu de moi. Ils sont venus me proposer d'aller faire un casting pour une émission de télé. Donc moi, j'ai dit oui, pourquoi pas, en n'y croyant pas trop. Et puis effectivement, on s'est retrouvés à danser derrière Julien Clerc dans une émission de Patrick Sabatier. Donc déjà ça, lunaire. Et puis on est resté en lien. Ils m'ont permis de rencontrer Sydney à l'époque, qui animait une émission sur Radio 7 et qui était DJ dans un club qui s'appelait l'Émeraude. De fil en aiguille, quand on lui a proposé d'animer une émission sur TF1. Bonjour les frères et sœurs, quelle joie et quel bonheur de se retrouver tous les dimanches, enfin, sur TF1. Lui nous a proposé à nous, jeunes danseurs, de l'accompagner dans cette aventure et de devenir les jurys du défi qui prenait place au sein de l'émission. Place quand même au défi avec d'autres jurys, les PCB, Mr. Frank, Solo and Scalp. Right on, right on. Alors tout le monde tape les mains. Cette émission est diffusée en 1984 et donne pour la première fois une certaine notoriété à Solo. À l'été de cette même année, il se rend aux États-Unis sur un coup de tête, à 17 ans, pour découvrir plus en profondeur le hip-hop. J'arrive à la Mecque de la culture hip-hop. J'ai la chance de rencontrer des gens qui sont vraiment très importants dans la culture. Et je suis encadré par des gens qui vraiment comptent très très fort dans la culture. En fin de ce séjour, je suis malheureusement tombé un petit peu dans un piège. Une des icônes de cette culture était un prédateur sexuel. De par son positionnement et la manière qu'on avait de le regarder comme l'icône incontestée et incontestable, ça lui donnait un ascendant qui lui permettait d'avoir des comportements vraiment inappropriés. Solo parle d'Afrika Bambaataa, une star du hip-hop américain, considéré comme l'un des fondateurs de ce mouvement et qui héberge Solo lors de ce premier séjour à New York. Chez Bambaataa, Solo commence par voir un jeune homme au pied de son lit, avec Bambaataa, sans trop comprendre ce qu'il se passe. Plus tard, Bambaataa appelle Solo pour qu'il vienne dans le salon, pendant qu'il est en train de regarder du contenu pornographique. Solo ne veut pas revenir en détail sur ce qu'il s'est passé, mais dans son livre, il dit avoir été victime d'abus sexuels. Solo revient en France, mais peu de temps après, il retourne à New York et il dort à nouveau chez Afrika Bambaataa. L'erreur, le déni. Je pense que mon rêve et ce par quoi j'étais porté, l'énergie par laquelle j'étais porté était plus importante que ce que j'avais vu ou ce que j'avais subi. Jusqu'à un certain point, il y a un moment où le malaise est tellement fort que, on coupe les ponts. Pendant ce deuxième séjour, Afrika Bambaataa prend une photo Polaroid de Solo, que Solo caractérise de compromettante. Solo quitte l'appartement de Bambaataa et réussit à se faire héberger ailleurs. Il ne perd pas son objectif de vue, il veut rester à New York pour être là où le hip-hop est en plein essor. Pour moi, le plus important, c'était d'être là-bas et de vivre ce qui me faisait rêver, d'être vraiment là où ça se passe, d'aller dans les clubs qui sont les clubs mythiques, d'écouter la musique qui est la dernière musique du moment, de voir les derniers mouvements de danse qui sont les derniers mouvements du moment. Donc, en clair, d'être au centre de là où ça se passe, avec les gens avec qui ça se passe. C'était ça pour moi le plus important. Ne pas savoir où dormir ou peut-être ne pas manger, sauter un repas, 2, 3, voire 4 repas. Pour moi, ça voulait rien dire. Et je me disais, d'accord, j'ai peut-être pas $1 en poche, mais ça va, je mange à peu près à ma faim. Je trouve que quand même, je suis bien entouré. Je connais des gens qui sont du gratin. C'était juste incroyable. J'étais à fond.
Pendant ses voyages à New York, Solo fait la rencontre de Vincent Cassel, avec qui il devient inséparable. Lors d'une soirée, ils prennent de la cocaïne. J'étais tellement sur un nuage, en général, que ma perception de cette expérience, c'était « Ah, ben ça va, c'est cool ». J'ai passé la nuit de 11h du soir jusqu'à midi le lendemain dehors, mais pour moi, il s'est rien passé d'incroyable. Je me dis pas « Ah ouais, j'ai pris un truc qui a fait que je suis resté réveillé ». Non, il y a un truc qui, pour moi, ça passe comme une lettre à la poste. Solo abandonne petit à petit la danse pour s'intéresser à d'autres formes de hip-hop. Ce qui l'intrigue, c'est le rap. J'ai la chance d'être entouré quand même de gens qui sont assez volontaires, notamment le petit frère de Vincent Cassel, qui s'appelle Mathias, Rocking Squat, de son nom de scène, qui lui fait partie, je dirais un peu, des virtuoses. C'est vraiment un des personnages les plus volontaires que j'avais dans mon entourage. Et de voir vraiment comment il était habité au bout d'un moment, vraiment, ça m'a vraiment intrigué. Je me suis dit, mais le gars, il lâche jamais, quoi. S-O-L-O, je rappe avec Squad One et mon nom est Solo. Avec Mathieu Cassel, alias Rockin' Squat, Solo crée un groupe en 1985, Assassin. Peu de temps après, le groupe de rap NTM se forme avec Joey Starr et Cool Chain. Les 4 musiciens sont amis et décident de s'imposer à l'antenne de Radio Nova, qui est précurseur sur le hip-hop en France. On y va. Et la première chose, déjà pour marquer les esprits, c'est que on arrive et on vide le studio. Déjà, qu'on comprenne bien que cette fois, c'est nous qui prenons l'antenne d'assaut. Nous, notre petit clan, Cool Chain, Joey Starr, Rocking Squat et moi. Se formule pour toute une planète. Mon succès je fais pendant que tu vas en retraite, car mon alchimie s'avère être trop puissante. J'empoigne le micro. Et donc ce jour-là, je pense qu'on marque d'une empreinte indélébile le fait que le clan NTM Assassin est un clan qui ne rigole pas dans la manière qu'on a d'aborder le rap. Suprême NTM Assassin. En direct. Numéro 1. Leur passage sur Radio Nova fait sensation. Quelques mois plus tard, Radio Nova organise une soirée dans la salle mythique de l'Élysée-Montmartre et invite Assassin. Face à l'ascension de son groupe, Solo perd pied. Je me prends pour ce que je suis pas, et puis je commence à vivre un peu les événements d'une manière qui est là encore, je suis dans le rêve, quoi. Je crois que je touche plus terre, mais je touche plus terre pas j'ai la grosse tête. C'est pire que ça, je suis un personnage que je suis franchement très très loin d'être, de me balader avec 10 000 francs en petite coupure, d'acheter de la drogue, d'aller en club, de boire plus que de raison, de me droguer aussi plus que de raison, freestyle. Et puis plus rien ne m'arrête, et puis en même temps, bon, ça va, hein, tant que ça passe et que je me mange pas trop de murs, allons-y quoi. Solo et Rockin' Squat veulent organiser un concert à la Cigale, alors qu'ils n'ont jamais sorti d'album. Ils vont directement voir le gérant de l'établissement pour le convaincre. Il accepte. Et qui fait que Monsieur Jacques Renaud produit pour nous un concert à la Cigale qu'on remplit, quoi, le jour même. Puisque je crois pas qu'il y ait de pré-vente ou de ce genre de truc-là. Et la Cigale est pleine, et ce qui nous permet de signer le contrat avec Remarque Records, qui amènera au premier maxi Note mon nom sur ta liste. Note mon nom sur ta liste, mon fils. En 2 syllabes ou en 3, Solo Assassin, c'est le... C'était le 3 mars 1991. Le maxi, que l'on pourrait appeler EP et qui est une sorte de mini-album, est produit par le label Remarque Records. Mais le label ne respecte pas le contrat. Il devait débloquer les fonds pour la production d'un album à partir de 40 000 ventes du maxi. Cette promesse n'est pas honorée. Note mon nom sur ta liste. Le groupe de Solo, Assassin, lance alors Assassin Productions et ils produisent leur album de manière indépendante. En mars 1993, l'album sort et marche bien. En parallèle, les relations entre Rockin' Squat et Solo se dégradent. Une guerre d'ego se met en place jusqu'à un concert caritatif pendant lequel Rockin' Squat et Solo ont un accrochage. Je dis quelques mots en anglais, comme j'en ai eu l'habitude depuis un bon bout de temps. J'étais toujours dans ce truc new-yorkais et ainsi de suite, donc je suis là et je sais plus ce que je dis, où je parle en anglais, et Squat de me répondre mais on est à Paris ici, gars. Et je le prends vraiment mal.
tout ce truc de rapport passif-agressif et en fait, t'es avec moi ou t'es contre moi? Et là, pour moi, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, donc je fais, bon, vas-y, c'est bon, tu m'as saoulé. Solo décide de quitter le groupe Assassin et il part vivre quelque temps à Marseille. Je pense que si je restais à Paris, à un moment, je pense que j'allais pas faire long feu. Vu les races que j'étais capable de me mettre, ça aurait pas bien fini. Je suis parti à Marseille et, gros coup de chance, j'ai fait des rencontres à Marseille qui m'ont permis de vraiment développer mon goût de la production et j'en ai profité à fond. Et ça m'a bien sauvé et je me suis concentré sur autre chose et second souffle. Je décide de revenir à des choses qui sont très terre à terre et très simples pour moi. Par exemple, mixer. Ça a mis quelques années, mais dans les années 2000, le camarade de toujours, qui est Uncle O, alias Olivier Carrier, m'a proposé de mixer avec lui. On a fait une première partie d'Erita Mitsuko. Ça a plu. Et donc, Jacques Renaud, le même Jacques Renaud, nous a proposé, nous a dit, écoutez, vous avez l'air de bien vous amuser, puis ça a l'air de plaire aux gens ce que vous faites. Si vous voulez, je vous propose de vous donner un créneau à la Boule Noire pour que vous puissiez organiser votre soirée. Et voilà, et ça y est, c'est parti. Et puis ça commence à faire son petit bruit, tout doucement. On s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont quand même musicalement très en vue, qui sont touchés par ça. Et voilà, c'était une forme de résurrection et le côté enfin, de mettre dans la même marmite tout ce qui, à mon goût, caractérise la culture hip-hop, de l'électro-funk, de l'électro, de la new wave, du disco, tout y passe. Et on arrive quand même à faire en sorte que ce soit cohérent et assez entraînant. On joue de tout. Mais vraiment de tout. Solo et Uncle O dans ses alternatives, les DJ réanimateurs des soirées toxiques. Dans les années 2000, Solo sort enfin la tête de l'eau. Et il s'attaque également à ses addictions. D'arrêter de boire, par exemple, ou de se droguer, ou de fumer pendant les sets, je vois comment ça change le contenu du set. Comment mon set n'est plus du tout le même et que des gens viennent me voir et me disent « Oh putain, t'étais bon aujourd'hui, ah ouais, là, t'as mixé ». La seule chose qui a changé, c'est que j'ai pas bu et que j'ai été clair et net tout le temps. Donc, je vois que ça impacte. Donc, il y a un moment où je me dis « Bon, peut-être que c'est dans tous les domaines de ma vie qu'il faut que j'en sois là ». Solo parvient à arrêter la drogue et l'alcool à outrance. Ces sets se font remarquer lorsqu'un nouveau club est sur le point d'ouvrir, le Silencio. Et Solo devient résident permanent de ce club pendant plus de 2 ans. En 2024, Solo décide d'écrire un livre pour raconter son parcours. Je pense que je suis un personnage incontournable du développement de cette culture, et pas dans le côté moi, égocentrique et ainsi de suite, mais comme tout le monde y va de son histoire et de donner sa version des faits, mais je me disais... ce serait pas mal que je donne moi ma version et ce par quoi je suis passé, ni plus ni moins. Chacun donne sa version, voilà la mienne. Barbara, Solo, qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Alors il s'est passionné pour le jiu-jitsu brésilien il y a une 15aine d'années et quand je suis allée le voir dans son dojo où il s'entraîne, tout le monde le connaît, tout le monde lui parle, on sent vraiment qu'il est dans son élément. Il s'entraîne beaucoup et il a remporté son premier championnat mondial en 2022. Sinon, en parallèle de ses compétitions de jiu-jitsu, il n'a pas totalement arrêté la musique. Il a par exemple travaillé sur la programmation musicale du 211, qui est un club dans le parc de la Villette à Paris. Est-ce qu'il s'est réconcilié avec l'autre rappeur d'Assassin, Rockin' Squat ? Les relations entre eux ont été compliquées, mais aujourd'hui, oui, ils se sont réconciliés. Ils sont d'ailleurs remontés sur scène en 2009 à l'Olympia. Donc, plus de 20 ans après avoir fondé leur groupe Assassin, ils ont rempli l'Olympia ensemble pour un concert de plus de 2 heures. Dernière question, Barbara, est-ce qu'il a des regrets sur sa carrière ? Oui, il m'a parlé au moins d'un regret. À ce moment-là, il faisait plus partie d'Assassin, mais il a travaillé avec Mathieu Kassovitz sur le film La haine et sur la direction artistique de l'album des musiques inspirées du film, qui avait fait un carton à l'époque. Et sur cet album, il devait faire un titre avec NTM, mais au moment de l'enregistrer, il était dans le studio et son anxiété a pris le dessus. Il a perdu ses moyens, donc il l'a pas fait. Ce morceau n'a jamais existé et pour lui, oui, ça reste un regret.
Merci Barbara Gouy. Le livre de Solo est publié par Massot Éditions. Le titre c'est « Note mon nom sur ta liste » en référence à l'un des tout premiers morceaux d'Assassin. Ce podcast a été produit par Clara Garnier-Amouroux et Pénélope Gualquierotti, réalisé par Pierre Chaffonjon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. Et puis on vous invite également à écouter Crime Story, le second podcast du Parisien. Chaque samedi dans Crime Story, une nouvelle affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau et Damien Delseny.